C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces tensions entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le litige porte sur le tracé des frontières. Depuis quelques semaines, la situation s'est tendue. Des tirs ont retenti à la frontière entre la Guinée et le Libéria. Une rencontre entre les trois parties est prévue. Nous serons à Conakry dans ce journal. La Russie qui s'engage à ne plus recruter des soldats kényans ou de les enrôler de force pour aller combattre en Ukraine. Un engagement du ministre russe des Affaires étrangères à son homologue kényan en visite à Moscou. Nous serons à Nairobi dans cette édition. Et puis à la fin de ce journal, nous recevons l'avocate française de la militante féministe marocaine Tissane Lachgar, maître Chirine Ardakani. Elle vient nous alerter sur l'état de santé et les conditions de détention de sa cliente, condamnée à 30 mois de prison pour atteinte à la religion musulmane. Interview à suivre à la fin de ce journal. Mais d'abord, ces multiples explosions qui ont secoué ce lundi soir Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'affirment les autorités locales et sanitaires. Ces explosions sur le marché à l'hôpital universitaire survenues au lendemain d'une attaque d'un poste militaire par des djihadistes présumés dans la banlieue de la ville. Pas de bilan des victimes pour le moment. Aucun bilan n'a été délivré par les autorités. La Guinée mobilise un impressionnant dispositif militaire le long de ses frontières avec le Libéria et la Sierra Leone. Depuis quelques semaines, la tension est vive entre les trois pays voisins autour du tracé de leurs frontières. Des tirs ont retenti à la frontière entre la Guinée et le Libéria. Les deux pays revendiquent une même portion de territoire. Un sommet des chefs d'État de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone devrait se tenir ce lundi. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Dimanche soir, à la télévision guinéenne, des images montrent un impressionnant dispositif militaire composé de blindés, d'hélicoptères de combat et de soldats lourdement armés. Sur le capot d'un véhicule, le président Mamadi Doumbouya remet le drapeau national à des militaires prêts à être déployés à la frontière entre la Guinée et le Libéria. Cette zone est de nouveau sous tension après plusieurs incidents armés, des mouvements de protestation et des accusations d'incursion militaire. Au cœur des crispations, les localités de Kessénéya en Guinée et de Foya au Libéria, où les deux pays revendiquent la souveraineté sur une même portion de territoire riche en ressources. Les tensions ont été ravivées début mars après que le Libéria a déplacé son drapeau dans une zone que la Guinée considère comme faisant partie de son territoire. Ces incidents interviennent alors que la Guinée fait également face à un différend frontalier avec son voisin de la Sierra Leone après un affrontement entre militaires fin février. On en vient du coup à l'affaire du recrutement parfois forcé d'hommes kényans pour combattre avec l'armée russe sur le front ukrainien. Le chef de la diplomatie kenyane était à Moscou aujourd'hui et il a obtenu de la Russie qu'elle ne recrute plus de Kenyans. La correspondance au Kenya de Bastien Renouille. Lors de leur conférence de presse, les ministres des Affaires étrangères kenyans et russes, Musalia Mudavadi et Sergei Lavrov, ont essayé de déminer les tensions qui ont émergé au cours des derniers mois. Et pour cause, de très nombreuses familles de Kenyans envoyés combattre sur la ligne de front en Ukraine ont parlé aux médias, ont dénoncé sur les réseaux sociaux le fait que certains de leurs proches avaient été recrutés de force. Lors d'une audition devant l'Assemblée nationale en février, les responsables de l'Agence nationale de renseignement avaient affirmé que plus de 1000 Kenyans étaient partis combattre sur la ligne de front en Ukraine. Cela avait suscité un tollé national ici au Kenya. Les politiciens s'étaient sentis obligés de réagir, parmi lesquels Musalia Mudavadi, qui avait annoncé partir pour Moscou dans les prochaines semaines pour essayer de trouver des solutions. Alors, c'est chose faite, semble-t-il. Lors de leur entretien, Sergei Lavrov a reconnu que des Kenyans combattaient bel et bien avec l'armée russe, mais ils l'ont fait volontairement, a-t-il affirmé. Il n'y a pas eu de recrutement forcé au sein de l'armée russe, selon le ministre des Affaires étrangères russe. Les autorités kenyanes, qui au cours des derniers mois étaient très critiques, n'ont pas commenté ce point-ci. Et pour cause, elles essaient de maintenir de bonnes relations avec Moscou, puisque au cours des discussions, il y a notamment eu de nouveaux partenariats énergétiques et commerciaux qui ont été discutés. La République démocratique du Congo est très exposée à la pollution liée à l'exploitation des mines. Selon le rapport de l'ONG American Environmental Investigation Agency, la société Tanke Fungurum Mining n'a pas respecté les normes d'émissions relatives
au rejet du dioxyde de soufre lors des opérations de traitement du cobalt, avec des conséquences très graves sur la santé des populations. Audrey Racine est revenue tout à l'heure sur les effets néfastes de cette pollution. Écoutez. Selon cette enquête, la plus grande mine de cobalt de la République démocratique du Congo a émis de grandes quantités de dioxyde de soufre. C'est un gaz qui se crée lors du traitement du cobalt et cela a provoqué des maladies et même une surmortalité infantile dans les environs donc, de la mine à Furungume dans le sud du pays. Cette mine, elle s'est développée à toute vitesse ces dernières années parce que le cobalt est utilisé dans les batteries des voitures électriques. Depuis 5 ans, la demande internationale dans ce minerai double chaque année et vous le voyez, la République démocratique du Congo possède plus de la moitié des ressources mondiales de cobalt, des ressources exploitées par la Chine via sa société SCMOC. Cette augmentation très rapide de la production de cobalt dans cette mine de Furungume, elle s'est faite au détriment des populations locales. Depuis 3 ans, les habitants des environs alertent sur de graves problèmes de santé. Ils constatent des toux sanglantes, des saignements de nez très importants, une augmentation des bébés mort-nés. Et regardez, l'ONG affirme que selon les conclusions de son enquête, l'augmentation de la capacité de traitement du cuivre-cobalt dans la mine semble être au cœur de la crise de santé publique qui aurait nui aux communautés voisines et aux travailleurs de l'usine. Alors, pour en arriver à cette conclusion, l'ONG elle a interrogé des travailleurs de l'usine, analysé plus d'1 millier de dossiers médicaux et obtenu l'aide d'experts médicaux indépendants. Voici les conclusions. Quand les niveaux de dioxyde de soufre sont trop importants dans la chaîne de production, une alarme se déclenche dans cette usine. Sauf que les ouvriers doivent normalement arrêter les machines. Ils ne le font pas parce que, je cite un témoignage de ce rapport, cela prendrait trop de temps pour les redémarrer. Le résultat, eh bien, l'ONG a procédé à des mesures de qualité de l'air autour de l'usine entre septembre 2024 et janvier 2025 et elle a trouvé des niveaux de dioxyde de soufre largement supérieurs aux normes internationales. Je précise que les images que vous avez vues, ce sont des illustrations, ce ne sont pas les images de la mine concernée. Un empoisonnement au dioxyde de soufre est cohérent avec les problèmes de santé décrits par les habitants des environs de la mine. Et ce qui est cohérent aussi, c'est une augmentation de la toxicité avec le temps. Les données de santé autour de la mine confirment une forte augmentation des patients souffrant de maladies respiratoires graves et une augmentation de la mortalité infantile. La réponse de Tenke Furungume Mining, la filiale de l'entreprise chinoise CMOC qui administre la mine, elle affirme que selon les données qu'elle a recueillies entre fin 2024 et début 2025, donc au même moment que les mesures de l'ONG, les concentrations ambiantes de dioxyde de soufre sont restées, selon elle, dans les limites réglementaires applicables. Un démenti en règle, donc. On vous parle ce soir de l'affaire Ibtissam Betty Lashgar, cette militante marocaine qui purge une peine de 30 mois d'emprisonnement après avoir été déclarée coupable d'atteinte à l'islam. La féministe et défenseuse des droits des personnes LGBT avait posté sur les réseaux sociaux une photo d'elle en t-shirt avec le slogan « Allah est lesbienne ». Aujourd'hui, sa santé est préoccupante et ses proches espèrent une libération rapide. Pour en parler, son avocate, maître Chirine Ardakani, est avec nous. Son avocate française est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être ici pour nous parler du cas de Ibtissam Lashgar. Alors tout d'abord, comment va-t-elle? Son état de santé est préoccupant. Oui, tout à fait. Ma consoeur Rizlan Mamouni, qui assure sa défense au Maroc, a pu s'entretenir avec elle et la visiter en détention. Le moral est évidemment très mauvais. On a sa santé qui se dégrade. Ibtissam est une survivante du cancer des os. Or, aujourd'hui, elle a une prothèse qui se dégrade, qui est vieillissante. Elle aurait dû être opérée en réalité en septembre 2025, avant d'être interpellée illégalement et avant de purger cette détention arbitraire depuis finalement 7 mois, puisque vous l'avez rappelé, elle a été condamnée à une peine de 30 ans pour n'avoir commis d'autres crimes. 30 ans, 30 mois 30 mois, que d'avoir, en réalité, avoir fait l'usage de sa liberté d'expression en tant que militante féministe, militante pour les droits des femmes, engagée depuis très longtemps pour le droit à l'IVG, pour le mariage pour tous. Et malheureusement, on comprend aujourd'hui que c'est une prisonnière d'opinion. Alors, quelles sont ces conditions de détention aujourd'hui ?
Ces conditions de détention, elles sont en droit inhumaines et dégradantes. Déjà, elle est assimilée à l'isolement, alors même qu'évidemment, c'est interdit plus de 15 jours par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a de nombreuses reprises a déjà condamné le Maroc pour avoir soumis des prisonniers d'opinion à de telles conditions. Elle dort à même le sol sur une dalle de béton, de couverture. Elle ne peut pas recevoir de correspondance. Elle est privée de promenades collectives avec d'autres codétenus. Donc en réalité, on a une torture véritablement psychologique de Ibtissam qui est privée en réalité de contact, de rares appels avec sa famille, 3 fois par semaine, moins de 10 minutes, un seul numéro de téléphone à appeler. Voilà, donc en réalité, on a un traitement de défaveur qui est réservé pour contraindre cette militante à des aveux et à s'autoflageller pour avoir exigé son droit à l'existence légitime. Alors justement, sa famille n'espère pas forcément, ou ses proches, ou elle-même d'ailleurs, n'espèrent pas forcément une grâce du roi. Ce fut le cas par exemple pour la journaliste Hajar Aïssouni, qui avait été condamnée pour relations sexuelles hors mariage et en appel et qui a finalement été graciée. Là, elle demande à être libérée, tout simplement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ma consoeur a fait appel, non seulement de cette décision infâme, qui est une décision, encore une fois, qui est tout à fait arbitraire. Il y a aujourd'hui un recours qui se poursuit devant la Cour de cassation marocaine, qui est la plus haute juridiction suprême, parce qu'en réalité, ce jugement, il est entaché de nombreuses irrégularités. J'en prends pour preuve, par exemple, le fait qu'elle a été condamnée pour atteinte à l'islam. Or, c'est pas dans la compétence aujourd'hui d'un juge pénal marocain que de faire l'exégèse et l'interprétation du droit canonique, ni même des versets du Coran. Or, dans la motivation qui a condamné notre cliente, il y a des sourates du Coran. Donc aujourd'hui, on a une justice marocaine avec des juges qui sont censés être des juges civils, qui se sont arrogés le droit d'interpréter la loi coranique, alors même que, en principe, dans les textes, c'est uniquement le roi qui est le gardien de la foi. Donc il y a des irrégularités comme ça dans tout le jugement, et en réalité, on comprend que c'est pas ça qui s'est passé. On n'a pas jugé en droit. C'est une femme qui a été châtiée pour avoir fait en France, parce que je rappelle que le t-shirt litigieux a été porté non pas sur le territoire marocain, l'inscription qui lui est reprochée, c'était sur le territoire français. Et ça, c'est inquiétant pour toutes les autres femmes marocaines qui pourraient s'afficher sur les réseaux sociaux. Elles pourraient être aussi... Bien sûr, c'est inquiétant parce qu'au fond, ça revient à l'extraterritorialité de la loi marocaine qui vient aujourd'hui porter le blasphème, alors même qu'effectivement, dans toutes les législations nationales dites de progrès, on ne peut pas être accusé pour avoir fait usage de sa liberté d'expression, quand bien même pour avoir critiqué une religion. Et je rappelle que ce slogan, Dieu est lesbienne, c'est un détournement en réalité d'un slogan très ancien, des années 70, des militantes féministes, qui justement n'étaient pas en contradiction avec la religion. C'était de dire précisément, Dieu peut être tout le monde, peut être une femme, Dieu peut être lesbienne, Dieu peut être finalement Dieu est tout. Donc je comprends que ces hommes malheureusement n'ont pas le sens de l'humour et n'ont pas non plus la maîtrise des textes. Alors j'ai une dernière question, on n'a malheureusement plus beaucoup de temps, mais pourquoi on a l'impression que ce cas ne mobilise pas beaucoup par rapport par exemple à Hajar Aïssouni, qui avait mobilisé aussi bien au Maroc qu'à l'international pour obtenir sa libération? Alors, fort heureusement, on a quand même des relais dans le mouvement féministe. D'ailleurs, je salue la mobilisation du comité de soutien par Siam Lashgar, qui est sa sœur, qui a entraîné avec elle beaucoup de militantes féministes. D'ailleurs, la Fondation des femmes, qui est une des grandes organisations françaises, et d'autres partout dans le monde. Il faut comprendre que les mouvements féministes, aujourd'hui, ils font face à des attaques partout dans le monde, des reculs et des droits des femmes. On est au four et au moulin. Aujourd'hui, quand on est une militante féministe, ça vaut pour les Françaises, pour les Tunisiennes, les Iraniennes, les Marocaines. On doit se battre déjà contre les atteintes à nos droits, pour disposer de notre corps, pour l'IVG, pour le droit de se marier avec qui on veut ou pas d'ailleurs. Et en plus, on doit maintenant se mobiliser pour nos sœurs de lutte qui font les frais de la prison politique. Et donc effectivement, on est peu, mais on salue la mobilisation. Et moi, j'appelle d'ores et déjà l'ensemble de la société civile française à amplifier les voix pour exiger la libération d'Ibtissam. Et je rappelle qu'il y a une pétition qui aujourd'hui a rassemblé plus de 300 000 personnes. Et j'invite toutes et tous à la signer. Votre message est passé. Merci beaucoup, Maître Chirine Ardakani, donc avocate française de la militante marocaine Ibtissam Betty Lashgar. Merci infiniment d'être venue nous parler de ce cas. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.